Bonjour à tous, merci d'être présents en cette fin de journée pour cette nouvelle session. Elle intervient donc en 2022 à l'issue d'une préalable session qui avait eu lieu en janvier concernant le cuivre. Et là, aujourd'hui, nous allons aborder les aspects de l'atténuation du changement climatique. L'approche que nous vous proposons aujourd'hui va être découpée en deux parties. Une première approche qui va vous proposer d'aborder l'aspect sol, et une deuxième qui s'appliquera plutôt à l'aspect stress hydrique, contrainte hydrique, quelles mesures, quel outil pour atténuer cette contrainte hydrique. Il nous a semblé intéressant de démarrer par une approche sol dans un premier temps, puisqu'il apparaît quand même que toute mesure que l'on va pouvoir mettre en place pour atténuer la contrainte au changement climatique et hydrique en particulier ne pourra être efficiente que si la vigne est dans un contexte de développement favorable. Le sol est donc un levier indispensable et primordial, voire premier, avant d'envisager quoi que ce soit. Certains viticulteurs ont eu l'occasion de nous dire, à l'occasion de cette préparation de cette session, j'ai eu beau mettre toute l'eau que j'ai vue dans la parcelle, je n'ai pas vu d'effet face au changement climatique. Il était avéré dans ces situations que le sol ne permettait pas d'absorber cette eau de manière cohérente. Donc avant d'envisager une manière de gérer la contrainte hydrique en particulier, et éventuellement, si c'est possible, par de l'irrigation, il faut se poser les bonnes questions sur le sol et c'est pour ça qu'on a voulu démarrer cette session d'atténuation au changement climatique par le volet sol. Je ne vais pas être plus long pour vous faire cette présentation. Je remercie dès à présent l'ensemble des intervenants qui vont participer à cette session. Et je prie d'excuser une des personnes, François Berru de la Chambre de lecture du Vaucluse, qui devait intervenir lors de cette session et qui ne peut pas le faire finalement. Et Jean-Christophe Payan a pu, au pied levé, remplacer son intervention au cours de cette session. Merci à vous d'être présents. Je vous rappelle de poser vos questions par le biais du module questions. Nous les prendrons au fur et à mesure et nous prendrons une session de questions à l'issue du module sol et une deuxième session de questions à l'issue des présentations plutôt sur le volet changement climatique, stress hydrique. Je laisse tout de suite la parole aux collègues concernant le sol et à Mélissa. Donc, bonjour à tous. Jean-Yves Cahurel et moi-même allons vous faire une rapide présentation sur le sol et son rôle primordial pour l'équilibre de la plante en viticulture. Donc, tout d'abord, quelles sont les fonctions et le fonctionnement du sol? Donc, le sol a de nombreuses fonctions. Il a de nombreux rôles au niveau de différents services écosystémiques qui sont essentiels à la vie sur Terre. Au niveau de l'agriculture et de la viticulture, on peut notamment avoir des rôles sur la séquestration du carbone, la purification de l'eau et la réduction des contaminants du sol, la régulation du climat. Le sol a aussi un rôle sur le cycle des éléments nutritifs et c'est aussi l'habitat. Pardon, j'ai perdu. C'est aussi donc un habitat pour une multitude d'organismes. Donc, comment est constitué un sol? Donc, un sol est un écosystème qui est constitué de 3 phases. Donc, une phase solide qui, avec 5% de constituants organiques, avec les racines, les organismes du sol, les matières organiques, et le reste est constitué de minéraux avec les éléments grossiers et la texture du sol qui est donc propre à la nature même de votre sol. Donc cette partie phase solide va avoir un rôle important dans la nutrition de la vigne, mais aussi un rôle de support pour la vigne. Donc l'autre moitié est constituée un quart de la phase gazeuse avec les gaz atmosphériques, mais aussi la respiration issue des micro-organismes, et une phase liquide qui correspond à l'eau et les substances solubles présentes dans le sol. Donc cette autre moitié en fait correspond à ce qu'on appelle la porosité des sols et a une part très importante dans la nutrition de la vigne, mais aussi dans son rôle au niveau de la structure du sol. Donc qu'en est-il de la fertilité et du fonctionnement du sol? Donc on peut voir 3 grandes composantes de la fertilité. Une fertilité qui est dite physique, donc là qui est plutôt en lien avec la structure et la stabilité structurale d'un sol.
une fertilité chimique, donc pour la régulation de la disponibilité des éléments, et une fertilité biologique, plutôt donc en lien avec la vie du sol. Et cette fertilité biologique est fortement corrélée aux fertilités physiques et chimiques. Donc le sol, c'est un écosystème qui repose sur 3 piliers. La structure avec la porosité, l'eau et l'oxygène, la matière organique qui est plutôt le carburant, et l'activité biologique qu'on peut considérer comme un moteur. Donc pour avoir un sol performant, il faut avoir une structure ouverte avec de la porosité qui va permettre la circulation de l'eau, des nutriments et de l'oxygène, de la matière organique qui va être source de nourriture des micro-organismes du sol, mais qui va aussi avoir un rôle important dans la stabilité structurale d'un sol, et une activité biologique qui est liée donc à la présence des micro-organismes du sol et qui, elle, nécessite eau et oxygène et va permettre de dégrader la matière organique de votre sol. Ces 2 derniers points, en fait, il est très important de maîtriser l'acidité de votre sol pour avoir une matière organique et une activité biologique optimale. Donc, ces 3 piliers, on peut parler de piliers, sont interconnectés et sont importants pour avoir un sol performant. Donc, nous allons revenir un peu plus en détail sur ces 3 points. Je vais vous présenter la structure et Jean-Yves vous présentera matière organique et activité biologique. Donc, la structure d'un sol, il faut donc une structure ouverte. Qu'est-ce qu'une structure? C'est la disposition spatiale des particules constitutives du sol et la nature et l'intensité des liaisons qui existent entre elles. Donc, les porosités dans le sol, ça va être la création d'espaces vides. Donc, on a vu précédemment que la moitié, en fait, était constituée de phases liquides et de phases gazeuses et correspondait à la porosité. Donc, pour cette porosité, donc, la moitié est occupée par l'eau, mais il existe différents types d'eau en fonction de la porosité et les espaces entre vos particules. Donc, on a une eau libre qui est en fait une eau qui ne va pas être retenue par votre sol et donc une eau disponible pour la vigne. On a une eau qui est capillaire absorbable ou réserve utile, ce dont qui va être et l'eau qui va être disponible pour la vigne. Et l'eau capillaire non absorbable, qui est, elle, en fait, une eau qui est trop fortement liée aux éléments du sol et donc qui ne sera pas disponible pour la vigne. Et donc, cette porosité et la réserve utile d'un sol est en grande partie liée à la texture même de votre sol. C'est la seule porosité, en fait, qui n'est pas modifiable parce qu'elle est liée à la nature de votre sol. Donc, ce graphique, on peut voir différentes textures de sol et le pourcentage du volume correspondant en sol, eau non utilisable, eau utile et macroporosité. Et vous voyez en fait que chaque compartiment pour les différentes textures de sol est différent. Donc par exemple, pour un sol sableux, le pourcentage du volume de sol est le plus important de par la taille de ses particules, tandis que l'eau utile et l'eau non utilisable est beaucoup plus réduite. Et les macroporosités est un des sols qui comporte la macroporosité la plus importante. Donc, en fait, ça décrit tout à fait ce qu'est un sol sableux. C'est un sol qui est drainant, qui est assez séchant, mais qui est aéré et qui ne se compacte pas, ou très peu. Tandis que si on regarde sur un sol qui est argileux, on voit qu'en fait, son pourcentage de volume de sol est plus réduit de par la taille de ces particules argileuses qui sont beaucoup plus fines. Par contre, l'eau utile et l'eau non utilisable sont très importantes, mais on voit qu'il y a une grande partie de l'eau qui est tellement liée à ces particules qu'elle n'est pas disponible pour la vigne, et une macroporosité plutôt faible. Donc ainsi, on a vraiment les caractéristiques d'un sol qui est argileux, c'est-à-dire un sol qui a des difficultés à se ressuyer, qui retient le plus d'eau, qui en redistribue aussi une grande partie, mais dont une grande partie n'est pas disponible pour la vigne, et qui a tendance à se compacter lorsque l'on passe dans des mauvaises conditions de ressuyage de sol. Donc il existe 2 autres porosités. Une porosité structurale et biologique, qui, quant à elles, sont des porosités qui peuvent être modifiées avec les pratiques, le climat, l'activité biologique d'un sol. Donc là, par exemple, on voit 2 images, un sol qui est tassé et un sol qui est non tassé au niveau d'une observation microscopique. On voit que la porosité texturale, que le sol soit tassé ou non, reste sensiblement la même. Par contre, la porosité structurale, donc les espaces entre les éléments et les agrégats de votre sol,
disparaît en fait dans un sol qui est tassé, on ne voit plus d'espace. Donc s'il n'y a plus d'espace vide, il n'y a plus de distribution, il n'y a plus de porosité et donc il n'y a plus de distribution d'eau et d'éléments minéraux. Donc le sol ne sera pas capable de l'accepter et de le redistribuer à la vigne. Jean-Yves? Oui, bonjour. Donc le deuxième pilier, c'est la matière organique. Alors pour être plus exact, on va regarder déjà les intérêts que peut avoir cette matière organique. Alors pour être plus exact, il faudrait parler des matières organiques. Si tu peux passer, Mélissa. Les matières organiques, puisque elles sont très diversifiées, du coup, ça permet de procurer de nombreuses propriétés au sol. Alors tout d'abord des propriétés chimiques. Donc augmentation de la SCEC, la capacité d'échange cationique qui va permettre de retenir les cations. Alors de les retenir, mais également de les relarguer quand la plante va en avoir besoin dans la solution du sol. Ça va permettre également de libérer des éléments minéraux par la minéralisation de cette matière organique, on le verra un petit peu plus tard. Ça va permettre également la limitation des toxicités, la matière organique pouvant fixer certains éléments. On peut penser notamment au niveau du cuivre, et en le fixant, ça permet à ce cuivre de ne pas aller dans la solution du sol et du coup de ne pas être absorbé par la vigne. Donc ces 3 points, ça va permettre de jouer sur la nutrition des plantes et notamment de la vigne. Puis il y a 2 autres intérêts plus environnementaux, c'est l'amélioration de la qualité de l'eau, du fait notamment alors à la fois de la fixation de certaines substances qui peuvent être toxiques, mais également la dégradation de certaines substances par les organismes du sol. Enfin, le 3e point, c'est le stockage du carbone. Je vous en dirai un petit peu plus long, j'en parlerai un petit peu plus longuement à la fin de cet exposé. Deuxième point, c'est les propriétés physiques, avec donc l'augmentation de la structure et de la stabilité de ces structures, en lien notamment avec les micro-organismes du sol. Également la rétention de l'eau liée à la faculté intrinsèque de la matière organique de retenir l'eau. Puis enfin la porosité dont Mélissa vient de vous parler. Donc ces 3 points, ça joue à la fois donc directement sur la vigne avec l'alimentation hydrique, mais ça joue également au niveau environnemental en permettant de limiter les dégradations du sol, notamment donc le tassement et puis l'érosion. Enfin, le 3e point, c'est la biologie du sol, alors qui est très connecté avec les 2 autres, c'est tout à fait en liaison. Voilà, je vous en ai parlé, le fait de la minéralisation notamment de la matière organique, détoxification de certaines substances, la porosité, l'augmentation de la stabilité de la structure. Et la biologie du sol est très dépendante de la matière organique, puisque la matière organique va fournir du carbone, qui est la nourriture de base pour notamment les micro-organismes. Et ensuite, toute la chaîne trophique au niveau du sol va se développer en fonction de ces micro-organismes. Donc, c'est aussi quelque chose de très important. Alors donc, si on fait un focus plus sur l'évolution de la matière organique, notamment sa minéralisation. Donc vous avez ici un schéma, c'est très schématique, une figure très schématique de l'évolution de la matière organique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas trop de temps. Simplement voir que les matières exogènes, donc c'est soit celles que vous apportez en amendement par exemple, ça peut être la destruction de couverts végétaux, ça peut être les feuilles de la vigne, ça peut être les bois de taille de la vigne. Donc une partie va aller alimenter le stock de matière organique stable du sol et l'autre partie va être minéralisée par ce que j'ai marqué biomasse microbienne, c'est les micro-organismes du sol. Et puis également une partie donc qui est à droite de matière organique dite stable, une partie de cette matière organique du sol va être également chaque année, une petite partie, va être également minéralisée par ces organismes du sol. Et cette minéralisation va permettre de libérer des éléments minéraux. Alors tout d'abord du carbone, qui lui va se libérer sous forme de gaz carbonique. Et les 3 autres éléments qui sont importants, c'est l'azote, le phosphore et le soufre, qui sont sous forme organique. Et sous forme organique, ils ne peuvent pas être absorbés par les plantes et par la vigne. Il faut qu'ils soient transformés, qu'ils soient minéralisés pour qu'ils soient absorbables. Et c'est ce que vont faire ces micro-organismes. Ils vont permettre de minéraliser ces éléments qui vont permettre du coup de nourrir la vigne. Alors bien évidemment, il n'y a pas que les micro-organismes, il y a aussi un tas d'autres organismes qui vont jouer dans la dégradation de la matière organique. Donc ça, c'est important. Et puis, savoir que tout ça, c'est sous la dépendance des conditions climatiques. Donc là, on peut déjà bien faire le lien avec le changement climatique, puisque le fonctionnement de ces micro-organismes dépend beaucoup de la température d'une part, et puis aussi de la pluviométrie, notamment de l'humidité du sol, ce qui peut poser problème avec le changement climatique, avec des réductions assez importantes de précipitations qui sont prévues dans le sud-est de la France.
Donc, on a vu le rôle des micro-organismes. Hein. Donc, on va voir le troisième pilier qui est l'activité biologique du sol. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'activité biologique? En général, on parle souvent de qualité biologique d'un sol. Donc, cette qualité biologique, elle peut faire référence à la fois à l'abondance des individus, le nombre d'individus, la diversité de ces individus, on parle alors de biodiversité. Et puis surtout, ce qui est important, c'est l'activité en fait de ces organismes. On peut avoir beaucoup d'individus, mais s'ils sont feignants, ben, ils ne vont pas beaucoup agir. Donc, il faut aussi voir vérifier qu'ils soient bien actifs pour qu'ils participent de façon importante au fonctionnement du sol. Donc, vous avez un petit schéma ici qui retrace rapidement les services écosystémiques liés à ces organismes du sol. Donc, on retrouve en bas à gauche le côté structure du sol, je ne vais pas trop insister. À droite, en bas, la régulation des populations avec le contrôle des bioagresseurs, alors qui est quelque chose pas encore bien connu au niveau de la vigne, mais qui a été mis en évidence sur d'autres cultures. En haut à droite, la transformation du carbone avec la minéralisation de la matière organique. Et puis en haut à gauche, tout ce qui est recyclage des nutriments. Donc tout ce que va pouvoir fournir en fait ces organismes au niveau des plantes et notamment au niveau de la vigne. Donc on va faire un petit focus sur ce recyclage des nutriments, indépendamment de la minéralisation de la matière organique dont je vous ai parlé juste à l'instant. Alors toute cette activité biologique est aussi importante au niveau de ce qu'on appelle la rhizosphère de la vigne. Donc c'est tout le volume de sol où sont les racines de la vigne, avec d'une part des champignons. Alors des champignons d'une part qui ne sont pas symbiotes, qui vont pouvoir grâce à différentes transformations, puis également à la libération de certaines enzymes, de rendre plus assimilables certains éléments. Et puis certains qui sont assez intéressants, c'est les mycorhizes, qui sont des champignons, qui eux ont vraiment une relation très intime avec la vigne, puisqu'ils vont permettre une meilleure assimilation des nutriments. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ces champignons produisent des mycéliums. Donc les mycéliums, c'est des filaments qui sont très très fins, beaucoup plus fins que les radicelles de la vigne, et qui vont permettre d'explorer un volume beaucoup plus important. Alors, ils vont être surtout intéressants pour le phosphore, parce que le phosphore est un élément qui migre très peu dans le sol. Donc, pour aller le récupérer, il faut vraiment aller le chercher. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis également pour l'eau, quand on est en conditions un petit peu limitantes, ça va permettre d'explorer des volumes beaucoup plus importants et d'aller chercher l'eau que la vigne ne pourrait pas récupérer. Sachant donc que c'est une symbiose, c'est-à-dire qu'en contrepartie, donc c'est les petites flèches que vous voyez en bas, la vigne va fournir à ces champignons du carbone lié à la photosynthèse. Donc c'est bien un échange entre les deux. D'un autre côté, on a les bactéries, alors qui peuvent être soit symbiotiques, soit non symbiotiques. Alors les bactéries symbiotiques, elles sont pas en symbiose avec la vigne. Par contre, je les ai mis parce qu'elles agissent quand même indirectement par le lien en fait des couverts végétaux qu'on peut mettre dans la vigne, notamment des légumineuses. Et les légumineuses, elles sont en symbiose avec ces bactéries symbiotiques, donc le rhizobium via les nodosités. Et ces bactéries vont récupérer en fait l'azote de l'air et permettre ensuite de le donner, le minéraliser, le donner à la légumineuse. Et la légumineuse, une fois que vous allez la détruire, va libérer cet azote au niveau du sol et la vigne va pouvoir ensuite la récupérer. Et puis d'un autre côté, à droite, vous avez des bactéries qui sont non symbiotiques, qui elles vont pouvoir fournir également de l'azote ou des éléments qui sont plus facilement assimilables, là encore par la libération de certaines enzymes, je pense notamment au phosphore, donc d'avoir du phosphore plus assimilable pour la vigne. Également le fer, elles émettent certaines substances qui permettent de combiner le fer, qui va permettre du coup à la vigne de pouvoir l'absorber. Et ce qu'il faut voir en fait aussi au final dans tout ça, c'est que la vigne a aussi une certaine possibilité, en émettant aussi certaines molécules, de contrôler un petit peu l'activité de ces micro-organismes et éventuellement de favoriser certains qui peuvent lui fournir des éléments minéraux. Voilà, donc c'est assez complexe, c'est encore des choses qui sont en termes de recherche, mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes, je pense, à connaître. Alors en conclusion, si on fait un peu le bilan de ce qui vient de vous être dit, si on regarde un petit peu donc le côté structure, comment ça joue directement sur la vigne, donc d'une part par la fourniture en eau, l'amélioration de l'enracinement et du coup l'amélioration de l'assimilation des éléments minéraux. La matière organique
du fait de la régulation qu'elle peut avoir en fonction par rapport à la CEC, la capacité d'échange cationique, la fourniture d'éléments minéraux par la minéralisation, et puis la rétention en eau et la régulation hydrique qu'elle peut avoir. Et puis enfin, l'activité biologique, donc on vient de le voir, à la fois par la fourniture d'éléments minéraux par la minéralisation, mais également l'assimilation des nutriments, et puis également la fourniture en eau. Voilà, je laisse la parole à Mélissa. Donc, on a vu le sol dans l'intérêt de la plante, mais qu'en est-il pour le changement climatique? Donc, le changement, le sol, donc pour avoir des solutions pour l'adaptation face au changement climatique. Donc, changement climatique, c'est l'augmentation des températures, c'est la modification des régimes de précipitation et c'est l'augmentation des phénomènes extrêmes. Donc, on pourra avoir des phénomènes d'engorgement des sols hivernaux selon la topographie et la texture de votre sol. On va pouvoir avoir de l'érosion, du lessivage ou des pertes en sol. Une augmentation des phénomènes de sécheresse et une inaccessibilité des éléments minéraux en lien avec la possibilité d'avoir ces éléments en solution et donc inaccessibles pour la vigne et donc qui va entraîner des augmentations de phénomènes de carence. Donc, comment optimiser cette ressource en eau au niveau du sol dans le cas du changement climatique? Donc, on a vu que en fonction de la texture de votre sol et de la nature même de votre sol, on va avoir vraiment des capacités différentes en termes de rétention en eau, de fonctionnement de sol ou de dégradation de sol. Donc, il est vraiment très important d'avoir une meilleure connaissance de votre sol qui peut être fait avec des cartographies de terroir qui vont être en lien aussi avec les problématiques actuelles pour avoir des informations en termes de réserves utiles, de minéralisation, de profondeur de sol, etc. Une fois qu'on aura une meilleure connaissance de ce sol, on va pouvoir encore faire une meilleure adéquation sol, matériel végétal et climat en sélectionnant des clones, des cépages ou des variétés résistantes et des nouveaux porte-greffes qui seront plus adaptés aux nouvelles conditions climatiques et à vos problématiques. Après, au niveau des pratiques culturales, va arriver la question irrigation contre stratégie sèche. Je vais laisser la partie irrigation qui sera évoquée ultérieurement dans ce webinaire pour vous parler quelques points de stratégie sèche. Donc, elles sont non exhaustives et certaines sont encore en cours d'expérimentation. Mais par exemple, on va pouvoir évoquer tout ce qui est limitation de la perte évaporative des sols, avec notamment l'optimisation des stontes, donc éviter de tondre trop souvent pour ne pas relancer en fait la croissance des adventices qui vont de nouveau prélever des éléments nutritifs et minéraux dans le sol et donc qui ne seront plus disponibles pour la vigne. De mettre en place une couverture de sol pour éviter d'avoir un sol nu et donc un sol qui se réchauffe et qui s'assèche encore plus, ou de mettre en place des systèmes de paillage ou de mulch pour essayer de conserver le plus longtemps possible l'humidité de votre sol. Une autre possibilité est l'amélioration de la capacité de rétention des sols. Donc, avec augmenter le taux de matière organique, qui va être une possibilité, mais qui ne va pas non plus pouvoir augmenter énormément votre capacité de rétention en eau. Et après, des systèmes qu'on voit de plus en plus, qui sont des hydro-rétenteurs, des biochars ou des améliorateurs de sol pour pouvoir optimiser soit la prospection racinaire de votre sol, soit d'augmenter sa capacité de rétention. Donc ça, c'est des choses qui sont encore en cours d'expérimentation pour voir leur intérêt véritable. Pour pallier à l'inaccessibilité des éléments minéraux dans le cas de sol sec. Donc, si vous avez en place déjà une stratégie d'irrigation, on se pose la question justement de la ferti-irrigation. Sinon, dans le cas de stratégie de non-irrigation, dans le cas, par exemple, de minéralisation impossible, car une fin d'hiver ou un début de printemps très sec, qui vont en fait, où il n'y aura pas d'eau dans votre sol pour mettre en solution les éléments, se pose la question dans ces cas-là de faire des pulvérisations foliaires ponctuelles et raisonnées pour permettre d'apporter les éléments nécessaires à la vigne autour des son stade 4-5 feuilles. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être adaptation face au changement climatique. Je laisse Jean-Yves pour la partie
Voilà, donc ça va être la dernière diapo, hein. Le sol peut avoir aussi une action directe, hein, par rapport à l'atténuation du changement climatique grâce au stockage du carbone. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'initiative 4 pour 1000 qui a été lancée par la France lors de la COP 21 en 2015. Le principe, en fait, c'est que si on fait le rapport entre les gaz à effet de serre qui sont émis par l'activité humaine et le carbone qui est contenu en fait dans les sols mondiaux, hein, sous forme de matière organique, on arrive en fait à 4 pour 1000. C'est-à-dire que si on augmentait de 4 pour 1000 la teneur en carbone annuellement des sols de toute la planète, eh bien on compenserait les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine. Alors bien évidemment, c'est très théorique, hein, parce qu'on ne pourra pas augmenter de cette valeur tous les sols de la planète. Par contre, c'est juste pour dire que le sol a un intérêt à ce niveau-là pour stocker du carbone et peut participer en fait à l'atténuation. En plus, bien évidemment, toutes les mesures, hein, qui sont prises pour diminuer notamment nos émissions de gaz à effet de serre. Et la viticulteur a un rôle à jouer, donc même si la surface en vigne est très faible en France, hein, les sols viticoles sont quand même pauvres en matière organique en général, donc on a un potentiel assez important pour augmenter ce stock de carbone au niveau de la viticulture. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à tous les deux. Je vous propose de poursuivre avec la présentation de Mathieu Dubernay, qui va aborder plutôt une méthode d'indicateur innovante qui permettra d'apporter des éléments d'information sur le statut de son sol. Mathieu, je te laisse la parole. Merci Eric. Bien, donc effectivement des éléments très nouveaux que je partage avec vous ce soir sur des mesures sur ce qui vient d'être présenté, et l'enchaînement est parfait. Alors oui, évolution climatique, et la vigne, vous le savez, est une caisse de résonance à nul autre pareil en la matière. Très simplement, pour montrer ces graphiques qui sont les moyennes annuelles des vins rouges que nous mesurons au laboratoire du Bernay. Chaque point est la moyenne de plusieurs milliers de résultats d'analyse. Et on voit que dans le Languedoc, par exemple, le vin moyen qui faisait 11,5 degrés en 1984 en fait aujourd'hui 14, avec des évolutions récentes assez rapides qui ne peuvent pas être expliquées par des évolutions des modes culture. Ceci nous amène effectivement à nous questionner sur l'impact et en remontant vers la nutrition de la vigne et vers le fonctionnement des sols pour tenter de corriger ces éléments, et c'est cette dimension unifiée entre l'œnologie et la viticulture que l'on nomme l'agroœnologie. Alors ces sols, effectivement, sont avec toute une série de paramètres qui nous ont été rappelés à l'instant, mais les sols, c'est aussi un microbiote très important. Alors je vais parler que du microbiote bactéries et champignons, qui constituent à eux seuls 90% de la biomasse présente dans les sols, et on peut parler des vers de terre, etc., mais ils n'en sont que une partie émergée de l'iceberg, et encore que vraiment la somme. Certains chiffres nous disent qu'environ 40% de la biomasse terrestre se situe dans la couche humifère des sols. Ça veut dire que si on veut faire de l'écologie, si on veut faire de l'agroécologie, si on veut faire de l'environnement, parler de biodiversité, il faut avant tout parler des sols, ça paraît évident. Alors, si on parle des sols, commençons à parler de matière organique, et le chiffre a été rappelé que nos sols viticoles sont des sols pauvres. Et vous avez ici une base de données qui a été acquise au laboratoire avec une toute nouvelle technique d'analyse des sols par infrarouge, qui permet vraiment de rendre la chose beaucoup plus en routine. On remarque que la moyenne, ou du moins la médiane des sols en matière organique est de 1,39. C'est ridiculement faible, et c'est tout à fait préoccupant. Ce qui est préoccupant également, c'est que quand on fait de l'historique sur ces sols, on se rend compte qu'il y a quelques années, dans la majeure partie des cas, on avait des sols qui contenaient des niveaux de matière organique plus importants, et qu'il y a donc une forme de réduction des paramètres de matière organique du sol. Et cette réduction, qui constitue un processus de dégradation des sols, s'appelle en agronomie la désertification, et avec des conséquences sociales et économiques qui sont tout à fait évidentes. Et
De là à dire qu'un certain nombre de paramètres de réduction des rendements que nous pouvons mesurer en zone méditerranéenne sont liés à cela. Il y a un pas que nous franchissons, mais qui est encore difficile à quantifier de façon très précise. Oui, la vie du sol est une priorité absolue, économique, qualitative, sociale, environnementale et climatique. Qualitative parce qu'on fait le postulat, et qui a été montré dans la présentation précédente d'une certaine façon, qu'un sol vivant amène les meilleurs vins. Un sol qui contient des niveaux de matière organique suffisants, avec un vivant du sol, amène les meilleurs vins. Et donc, mesurer tout ça et favoriser cela est effectivement une priorité absolue, à la fois pour la qualité du vin, pour leur quantité, la productivité, et aussi pour la qualité environnementale. On a probablement beaucoup de chance d'être dans le monde du vin où les enjeux économiques, qualitatifs et environnementaux convergent. À nous de les faire converger et à nous d'y travailler. Et ça se passe dans les sols. Alors, pour connaître ces sols, on a besoin de moyens d'analyse. Alors, je ne parle pas des moyens d'analyse sur les paramètres classiques du sol, même s'il y a beaucoup de progrès qui se font grâce aux techniques infrarouges, je vous en ai parlé très rapidement à l'instant. Mais il est nécessaire de mesurer ce vivant du sol. Et donc, j'ai le plaisir de vous montrer cette innovation assez importante sur l'analyse des champignons et bactéries du sol. Jusqu'à présent, les techniques d'analyse de vivant du sol, aussi étonnant cela puisse-t-il paraître, étaient des analyses rarement faites et assez lourdes, et qui sont assez lourdes. Alors, on a des études faites par l'INRA notamment, l'INRA de Dijon, qui en France sont un des leaders dans la recherche sur le sujet, mais avec des méthodes par PCR, avec des méthodes relativement lourdes et coûteuses, et qui font que les études se font avec un nombre de points relativement limité. Aujourd'hui, grâce à des techniques qui emploient des équipements de cytométrie en flux, alors attention, pas n'importe quel cytomètre en flux, vraiment les tout dernières générations, qui sont des outils extrêmement puissants, on est capable, de façon très efficace, très rapide et peu coûteuse, et ça c'est formidable, de pouvoir mesurer champignons et bactéries, et en plus de pouvoir, dans chacune de ces catégories-là, pouvoir vérifier les populations qui sont vivantes actives, pouvoir vérifier les populations qui sont vivantes et latentes. C'est important, vous savez que les micro-organismes ne sont pas forcément actifs, et puis les populations mortes, qui, elles, sont prises dans le filet des PCR généralement, mais qui peuvent constituer, dans un certain nombre de cas, une quantité importante des sols. À partir de cette méthode, qui aujourd'hui était opérationnelle et fonctionne très bien, on est maintenant capable de faire des acquisitions de données et d'aller explorer ce qui se passe dans les sols et ce qui se passe en fonction des pratiques culturales, et c'est ça qui est très intéressant. Alors, on observe quoi? D'abord, sur une biomasse totale des sols, on se rend compte que d'un sol à l'autre, il y a des disparités immenses, avec un facteur de 1 à 200 entre différents sols. Et là, vous avez 485 données, hein, ça commence à être relativement sérieux, que sur des sols viticoles, en l'occurrence, pas que des sols méditerranéens, avec donc des écarts extrêmement importants. Ces écarts nous interpellent, effectivement, et on a tendance à penser qu'un sol qui a un peu plus de vivant qu'un autre sera un sol qui se comportera mieux, à la fois pour le vignoble, mais aussi pour l'environnement. Alors, sur la biomasse vivante vitale, même chose, vous voyez que ça ne constitue qu'un dixième de la biomasse totale, hein, si on regarde à peu près les chiffres, et sur ces mêmes données, on voit des écarts qui sont également très importants, et au fond, c'est cette biomasse vivante vitale qui nous intéresse. Alors, ce sont des données prises à un instant donné, et effectivement, il y a une saisonnalité et d'évolution de la donnée qu'il ne faut pas négliger, qu'on est en train d'explorer, et on a des sols qui sont beaucoup plus actifs en période de printemps et d'humidité que, évidemment, en période d'hiver ou en période très sèche d'été en région méditerranéenne. Alors, d'autres résultats sur des courbes de distribution de la biomasse entre les différentes formes vivantes actives, vivantes latentes et mortes, et on voit toute une série de choses. Il y a effectivement une relation entre ce vivant et la matière organique, une relation qui n'est pas directe et qui n'est pas
comme tout système biologique, mais effectivement, un sol qui est vivant est un sol qui a tendance à mieux séquestrer la matière organique, et un sol qui a la matière organique est un sol qui maintient son vivant. Donc, il y a un cercle vertueux dans tout cela qui est nécessaire. On voit que les sols viticoles font partie des sols les plus pauvres que l'on ait. C'est aussi pour cela qu'on fait de la vigne et pas de la betterave sur ces sols-là. Mais enfin, il y a un vrai travail à faire qui est indispensable. Autre étude statistique où on voit bien que les taux de matière organique et les niveaux de vie sont relativement reliés sur les bases de données que nous observons. Alors, je vous ai parlé de champignons et bactéries, et effectivement, ça mérite que l'on creuse un petit peu le sujet. Pourquoi est-ce qu'on va distinguer les deux? Pourquoi est-ce qu'on sophistique la méthode jusqu'à distinguer les deux? Mais parce que il y a entre les deux un rôle un petit peu différent. Et il est important de considérer ce ratio champignon-bactéries qui constitue un indicateur essentiel. En effet, des sols originels, non cultivés, des sols forestiers ont des ratios champignons-bactéries élevés qui montent jusqu'à 20-25%. Et plus on va cultiver de façon intensive et de façon chimique avec des fertilisations azotées, c'est-à-dire des C sur N relativement bas, plus on va favoriser les bactéries au détriment des champignons, et ça a un impact parce que les champignons ont tendance à mieux stabiliser, plus que tendance, stabilisent mieux, affirmons-le, la matière organique que les bactéries. Donc, dans un contexte de volonté de séquestration du carbone, on y reviendra, les champignons sont plus efficaces que les bactéries. Et également, hélas, les champignons résistent moins bien à la sécheresse que les bactéries. On s'en sera tous doutés. Et voici le ratio champignon-bactéries que l'on retrouve sur les sols viticoles. Vous voyez que la moyenne est à 3%. On a des sols qui vont parfois assez haut, jusqu'à 30 voire 40%. Donc, rien n'est négligeable. Mais il y a donc là deux marqueurs. Le premier, c'est cette quantité globale du sol. Et il est évident que si par les méthodes culturales, on améliore cette quantité, on fait du bien. Et le deuxième, c'est d'améliorer cette quantité tout en améliorant ce ratio champignons sur bactéries qui est un effet positif, là aussi, comme on vient de l'expliquer. Effet positif, et ça vient d'être dit, alors merci d'avoir préparé le terrain, si j'ose dire. On a corrélé le phosphore présent dans les pétioles avec les champignons vivants. C'est assez extraordinaire. On n'arrivait pas jusqu'à présent. Et vous le savez, à corréler la quantité de phosphore extractible par différentes méthodes du sol avec la quantité de phosphore que l'on retrouve dans le végétal et notamment dans les pétioles. Des normes de données ne nous permettent pas de le corréler. Et effectivement, le facteur qui fait la corrélation, ce sont les champignons. Et là, on met bien en évidence aussi que ces champignons, par l'effet du système des mycorhizes, ont un rôle majeur sur la bonne assimilation et donc la qualité. Alors, maintenant qu'on mesure ces sols, on va s'amuser à faire des considérations statistiques sur les modes de culture, etc. Et là, vous imaginez le champ d'investigation immense et infini qui est devant nous grâce à cette méthode. Alors, première considération, peut-être pas très politiquement correcte, encore qu'il faut savoir dire les choses. Entre le bio et le conventionnel, y a-t-il une différence? Est-ce que le bio favorise le vivant des sols? Écoutez, les données que nous avons, et qui sont nombreuses, ne nous permettent pas statistiquement de dire que le bio intrinsèquement crée des sols avec des quantités de vivants supérieures au conventionnel. Tout ce que l'on voit, c'est qu'en bio comme en conventionnel, il y a des très bons et des très mauvais. Et qu'en fait, le cahier des charges bio en lui-même ne produit pas l'effet vertueux directement. Par contre, un bon vigneron aura cet effet, qu'il soit en bio ou en conventionnel. Donc, tous ces éléments transcendent finalement, et on a un critère environnemental de résultats qui transcendent d'une certaine façon les cahiers des charges, qui sont des cahiers des charges d'obligation de moyens.
Et là, peut-être qu'on est en train aussi d'avoir une réflexion sur un changement de paradigme où l'environnement ne devrait pas uniquement être des injonctions d'obligation de moyens, mais des obligations de résultats, et d'obligations de résultats en plus qui seraient beaucoup plus compréhensibles par les consommateurs. Je ferme la parenthèse. Autre considération, le cuivre, grand débat, est-ce que le cuivre, je crois que ça a été ce débat l'année dernière, est-ce que le cuivre aujourd'hui défavorise le vivant du sol? La réponse, d'après les données que nous avons, et qui sont relativement nombreuses, est non. Aux teneurs que nous retrouvons de cuivre EDTA, donc le cuivre biodisponible, ne produit pas aujourd'hui de caractère défavorable dans les sols. Et autre élément, qui est sur le graphique de gauche, on ne trouve pas plus de cuivre dans les sols bio que dans les sols conventionnels. Voilà, comme ça, c'est dit. C'est aussi l'élément de cette diapo. Alors, quelques essais. Premier élément, voilà, irrigation, l'eau, c'est la vie. Est-ce que ça agit? Et oui. Si vous prenez ici en vert ou en bleu, on a différentes modalités d'irrigation. Et là, également, pardonnez-moi d'être un peu iconoclaste, mais entre un goutte à goutte et une aspersion au canon ou un petit micro-asperceur sur la totalité de la surface du sol, on crée beaucoup plus de vivants dans le sol. Et là, c'est une considération importante. Est-ce que finalement, nous ne raisonnons pas trop l'irrigation vis-à-vis uniquement de la physiologie de la plante et pas assez sur l'agronomie et la biologie présente sur une parcelle? Au fond, l'essentiel du vivant présent sur un hectare de vigne, ce n'est pas la vigne, c'est le vivant de ce sol. Et quand on arrose, avant tout, on donne de l'eau à ce vivant du sol qui ensuite va nous le rendre par une meilleure résilience de son fonctionnement, tous les éléments qui ont été expliqués aussi avant moi. Et c'est pour cela aussi qu'à quantité égale, et on a d'autres données qui, je ne vais pas exposer là, mais nous permettre de donner, à quantité d'eau égale, une irrigation en plein est beaucoup plus efficace qu'une irrigation goutte à goutte. Et donc, je le dis et je le redis, il ne faut pas se départir des moyens d'irrigation au canon ou aux asperceurs. Et le tout goutte à goutte n'est pas probablement la solution agronomique adaptée, en tout cas en région méditerranéenne. Sur des essais de fertilisation, même considération. Si nous donnons à manger à une vigne, en fait, nous donnons d'abord à manger aux vivants du sol. Et voici des essais où en bleu, nous avons donné des engrais plutôt minéraux, avec tout de suite une augmentation du vivant beaucoup plus rapide. En rouge, un compost de fumier. Et on voit que finalement, le compost du fumier va mettre plus de temps à agir pour le vivant du sol, mais à l'arrivée aura un meilleur fonctionnement. Et regardez, ratio champignon-bactéries, si je fais un apport contenant un compost de fumier, donc avec un rapport C/N un peu plus élevé qu'un engrais minéral qui contiendra essentiellement de l'azote, je me retrouve avec une façon de favoriser les champignons, au moins à court terme, mais peut-être que cela ramené année après année aura un effet sur le long terme. Là aussi, il y a une discussion à avoir sur nos pratiques qui consistent parfois à réduire un petit peu les niveaux des ratios C/N en ayant peur que nos amendements organiques créent des fins d'azote. Bon, déjà, des fins d'azote sur la vigne, on n'en voit quand même pas souvent. Moi, j'en ai, je crois, jamais vu en 25 ans de carrière. Peut-être que dans certains cas, il est bon d'apporter des C/N un peu plus élevés, autour de 15, 16, 17, 18, peut-être jusqu'à 20, pour favoriser justement ces champignons qui en ont bien besoin. Alors, je vais faire un petit écho avec ce qui a été dit à l'instant sur la séquestration du carbone. Effectivement, nos sols, peut-être aujourd'hui, sont en train plutôt de déséquestrer du carbone qu'en séquestrer. Et ça, il y a une alerte qui n'est pas uniquement un problème de désertification, mais qui est aussi un problème climatique. 1% de matière organique perdue sur un sol, pour un hectare, ça correspond à 80 tonnes de CO2 qui se dégagent dans l'atmosphère. Ce chiffre est simple, efficace, c'est l'équivalent de 15 Français moyens, ce qu'ils dégagent actuellement par an. Évidemment, si on fait l'inverse, ça devient tout à fait intéressant. Il faut rappeler aussi, mais ça a été dit, que cette matière organique a un impact sur les réserves utiles dans des proportions importantes. Ce carbone,
Jusqu'à présent, on n'en connaît pas trop l'élément, mais il y a une donnée fondamentale qui arrive, c'est qu'il rentre dans un schéma économique avec le marché du carbone, avec la bourse du carbone, qui a été mis en place en 2005. Pour l'instant, elle n'intéresse que 20% de l'industrie et des industries les plus lourdes. Mais, et d'ailleurs, la crise de 2009 avait fait effondrer les cours du carbone. Une réforme dont on n'a pas trop parlé, mais qui est probablement une des réformes environnementales les majeures de la Commission européenne ces dernières années, réforme du marché carbone. Depuis, le marché ne fait que augmenter. 65 € la tonne ces derniers temps. On va tout de suite arriver à 100, voire 150 € la tonne. Regardez, 80 tonnes de CO2 par hectare pour 1% en matière organique, vous multipliez ça par 100 € la tonne, ça fait 8 000 € par hectare, éventuellement, de financement potentiel. Nous sommes peut-être à l'aube d'une forme de révolution économique pour l'agriculture qui n'aura pas uniquement comme objectif de produire une denrée alimentaire, mais aussi de séquestrer le carbone. Et c'est effectivement le sens de l'organisation 4 pour 1000 qui mérite que l'on s'y penche. Et ce vivant du sol a une importance. Finalement, assez peu de publications sur ce sujet. J'ai trouvé surtout des éléments des Américains, notamment de l'Université Davis en 2006, qui montrent aussi ce fameux MGE, Microbial Growth Efficiency, qui montre l'importance de la nature de cette biomasse et notamment que les champignons sont beaucoup plus performants pour fixer ce carbone en matière organique stable. Beaucoup de facteurs connus d'influence, beaucoup à découvrir. Et ce qui est important de voir, c'est que ces facteurs ne seront pas les mêmes, les modalités culturelles ne seront pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Et là, on est prêt à faire de l'agroécologie de précision grâce à une mesure qui se fera sur chaque site avec des objectifs clairs, augmenter le taux de matière organique, séquestrer le carbone, augmenter la biomasse microbienne des sols et augmenter le ratio champignons sur bactéries. Je vous remercie. Merci Mathieu. Bien entendu, ta présentation a suscité deux gros points de question. L'irrigation, goutte à goutte versus aspersion. Donc ça a fait le buzz. Et le deuxième point qui a fait le buzz, c'est mais alors le bio, pourquoi c'est pas meilleur que le conventionnel? Alors, on ne va pas pouvoir poser toutes les questions parce que le temps a quand même été pas mal étiré sur ces deux présentations très complètes. Je vais te poser deux questions qui essaient de résumer un peu ces deux points de figure. La première concerne donc la question du cuivre et qui serait de dire finalement le cuivre, est-ce qu'il est possible, on a plutôt tendance à penser que le cuivre peut jouer un impact de diminution de la biodiversité, et plus que la notion de la population totale de micro-organismes. Est-ce que les analyses qui sont proposées là permettent d'identifier cette notion de biodiversité? Alors, là, aujourd'hui, on mesure de façon globale d'un côté les bactéries, d'un côté les champignons. Donc, on ne va pas avoir toutes les espèces. Il y a des possibilités de le faire par des PCR, mais qui coûtent très, très cher. Notre objectif est d'avoir une méthode qui soit de façon technico-économique la plus accessible et permette de rendre en routine ce type de mesure. Donc, elle est nécessaire, suffisante. Elle pourrait aller vers de la recherche sur la biodiversité. Potentiellement, elle en a tout à fait les possibilités, mais elle coûterait beaucoup plus cher, serait beaucoup plus lente. Ce n'est pas ce que j'ai souhaité pour l'instant. Dans ce cas-là, ça serait un outil de recherche. Donc, on va nous quantifier champignons et bactéries en mode vivant, vital, latent ou mort, et sur les quantifications précises. Comme je vous l'ai montré, nous, on ne voit pas aujourd'hui apparaître de problèmes majeurs concernant le cuivre aux doses qui sont utilisées. Ok, deuxième élément, deuxième question, c'est concernant l'irrigation. Deux petites questions. La première, tu as proposé une comparaison entre goutte à goutte et aspersion. Une question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a eu un test fait avec du goutte à goutte enterré? Et la deuxième question
si tu peux y répondre en même temps. Est-ce qu'il y a eu des mesures sur la capacité au niveau irrigation, et peut-être que ce sera peut-être Jean-Christophe qui va peut-être plutôt y répondre, sur quelle est l'assimilation des éléments minéraux grâce au goutte à goutte par rapport à une aspersion? Est-ce que la plante arrive avec du goutte à goutte à assimiler les éléments minéraux correctement? Alors, sur les essais que nous avons, il y avait, vous avez vu, il y avait deux modalités de goutte à goutte. L'un était un goutte à goutte enterré et l'autre était un goutte à goutte aérien. Donc, les deux ne se séparent pas considérablement. Et en tout cas, voilà, le canon fait une différence qui est tout à fait majeure et qu'on comprend et qu'on explique. Hein. Si on arrose vraiment tout le sol, ben, le sol répond. Sur l'autre question, ça devient un tout petit peu plus fin. Alors, on a évidemment des données, mais c'est peut-être difficile d'y répondre comme ça en quelques minutes, évidemment, et ça mériterait beaucoup de temps pour y répondre. Et je pense qu'on ne l'a pas ce soir. Merci. Je vous propose de passer à la deuxième séquence. L'ensemble des questions pour lesquelles on n'a pas répondu, bien entendu, on n'a pas tout à fait le temps de le faire. On enverra les questions aux intervenants qui répondront à ces questions par la suite par mail aux personnes qui ont envoyé ces questions. Je laisse la parole à Jean-Christophe et Constance pour la suite de ce webinaire. Merci. Je ne sais pas si vous avez mon écran du coup. Pas encore. C'est bon? Bon, vas-y. Alors, c'est bon, vous l'avez là? Oui. Impeccable. Moi, donc, je ne vois pas l'écran du coup. j'attends le feu vert. Ça Est-ce que vous fonctionne. l'avez? Ouais, c'est bon, très bien, merci. Écoutez, bonjour. Donc oui, on pourra peut-être revenir sur la séance des questions, là, sur cette dernière réflexion liée à l'irrigation. Ça ouvre un nouveau chapitre, volontiers pour en parler si on a le temps. Quoi qu'il en soit, là, ce que l'on souhaitait vous proposer avec Constance, c'est un petit peu une synthèse de différents travaux basés sur les recommandations que l'on peut préconiser en termes d'irrigation et de mesures de la contrainte hydrique. Donc, c'est une présentation qui va être faite à deux voix avec ma collègue Constance Quinty, qui est sur le pôle rosé à Vidovant. On va commencer par un petit rappel du contexte réglementaire. Constance, je te laisse la parole. Oui. Donc, le contexte réglementaire, donc je vais être assez brève. En fait, en France, on a deux décrets qui datent de 2006, dont le deuxième a été révisé en 2017, qui vont permettre de gérer l'irrigation. Donc, le premier, il fixe vraiment le cadre général pour les vignes de cuve. Donc, vous voyez là sur la diapositive, c'est en fait le cas des vignes hors appellation. L'irrigation donc est autorisée jusqu'au 15 août avec des quantités qui ne sont pas spécifiées, des limites restrictives et du matériel qui n'est pas précisé également. Et puis ensuite, entre le 15 août et les vendanges, l'irrigation est interdite. Dans le deuxième cas, donc les vignes en appellation d'origine, donc c'est un petit peu plus spécifique. L'irrigation est autorisée jusqu'au 1er mai. Donc là, l'intérêt de la technique, c'est principalement de recharger le sol en eau à la suite d'hivers secs, par exemple. Mais attention, parce que chaque appellation peut fixer des règles plus restrictives dans son cahier des charges si elle le souhaite. Ensuite, entre le 1er mai et le 15 août, le recours à l'irrigation il va être conditionné par plusieurs points. Tout d'abord, l'irrigation doit être inscrite dans le décret ou un arrêté de l'appellation. Il faut également que ce recours soit justifié dans des conditions écologiques exceptionnelles et puis en se basant sur un réseau en fait de parcelles qui est propre à l'appellation, un référentiel, on met un relevé agronomique, des données agronomiques, des données météorologiques qui vont permettre de justifier ce recours à l'irrigation. Bien évidemment, les parcelles irriguées, elles doivent être déclarées et le rendement maximal, il est fixé au rendement de base. Ensuite, comme précédemment, l'irrigation est interdite entre le 15 août et les vendanges. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon assez rapide qui remet le contexte réglementaire. Voilà, donc
vous l'avez compris, l'architecture de la présentation là, est axée un petit peu sur ces principes de base réglementaires liés à l'irrigation. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de parler un petit peu des moyens qui sont mis en œuvre pour identifier les niveaux de contraintes hydriques. Puis on verra de façon globale ce que l'on peut retenir des effets de l'irrigation au vignoble, avant de finir sur quelques recommandations et principes de surveillance aujourd'hui appliqués au vignoble pour aider au bulletin de conseil à l'irrigation. Donc, pour entrer dans la notion de mesure de la contrainte hydrique, on l'a vu, en situation d'appellation, notamment, l'irrigation est autorisée sous couvert de mesures annuelles, de références annuelles. Alors, comment ça fonctionne un petit peu pour établir des références, des cahiers des charges liés à cette qualification de la contrainte hydrique? On est parti un petit peu sur cette base-là d'une illustration proposée par le professeur Carbonneau, qui est toute simple à comprendre. Et grosso modo, sur l'axe horizontal, on a un axe croissant de contrainte hydrique et on s'aperçoit que la croissance végétative est assez rapidement affectée par la contrainte climatique. Là où la photosynthèse, finalement, demeure plus longtemps et a une meilleure résistance face aux contraintes climatiques. Et tout l'enjeu du déclenchement de ces zones qui permettent d'autoriser les irrigations, c'est de connaître un petit peu quelles sont les limites de cette zone optimale, finalement, qui permet de préserver la photosynthèse. C'est la fameuse notion de contrainte hydrique modérée, qui permet de préserver la photosynthèse tout en limitant la croissance végétative, donc maximiser la mise en réserve dans les bois et pour la maturation des raisins. Alors, de façon relativement fondamentale, comment ça se passe? On a un outil, notamment de référence, qui est largement utilisé par les techniciens et chercheurs, qui permet de mesurer comment évolue finalement la contrainte hydrique de la vigne au cours de la journée. Schématisé de cette façon-là, le professeur Champagnol, notamment, avait pris une image que j'aime bien utiliser. La vigne se comporte comme une éponge posée au sol, qui se déshydrate dans la journée sous l'effet de l'activité photosyntétique, et se réhydrate la nuit en fonction des disponibilités en eau du milieu. Et on a un outil qui est la référence, qui nous permet de mesurer avec précision ce statut hydrique, qui est celui qui est ici représenté, et qui permet donc de mesurer ces phases de déshydratation, réhydratation, et de suivre ainsi avec précision, d'un jour à l'autre, l'évolution de la contrainte hydrique. Alors, comment ça se passe en pratique au vignoble, en association donc avec les collègues techniciens des organismes professionnels? On a fait pas mal de mesures. Ces mesures permettent, sur cet exemple-là, qui est issu de la bibliographie, de représenter le fonctionnement photosynthétique d'un cépage, en l'occurrence la sultanine, sur laquelle on arrive à identifier un fonctionnement de type tout ou rien, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil, là, ce seuil qui est marqué 1,6 mégapascal, c'est un niveau de contrainte hydrique, la vigne cesse toute activité, il n'y a pas de proportionnalité, c'est-à-dire que la vigne marche très bien jusqu'à un certain seuil à partir duquel elle est en blocage complet. Alors ici, je fais un petit aparté sur la composante variétale. On a différentes références disponibles. Vous avez ici par exemple la Syrah, et on s'aperçoit qu'il existe une relative différence variétale entre les cépages. Cependant, j'attire votre attention sur la plupart des cépages aujourd'hui disponibles. Excusez-moi. Cette différence intervient pour des niveaux de contrainte hydrique très forts qui sont généralement incompatibles avec une gamme de production économiquement rentable. Donc, quoi qu'il en soit, quand on va au vignoble faire des expérimentations, nous en avons conduit de nombreuses, on y reviendra tout à l'heure, en réseau de parcelles, on utilise ces outils-là, c'est-à-dire qu'on va sur une parcelle, ici l'exemple d'une parcelle dans le Vaucluse, suivie en plein milieu de saison le 26 juillet, on a un témoin non irrigué, et ça permet d'illustrer le fonctionnement, la fameuse éponge posée au sol, de la modalité non irriguée. Quand on applique sur ces graphiques-là le fameux seuil arrêt de photosynthèse, on arrive à qualifier finalement le fonctionnement de cette modalité-là. Et pendant 2 à 3 heures de la journée, cette modalité non irriguée était en blocage complet de maturité. Là où les modalités irriguées, vous voyez, ne passaient pas ce seuil de blocage et continuaient à avoir un fonctionnement tout à fait cohérent.
Je vous ai expliqué un petit peu tout ça pour vraiment faire prendre sens à toutes nos mesures qui nous ont permis d'établir des références qui servent aujourd'hui à l'établissement des diagnostics de contraintes hydriques pour guider les conseils en matière d'irrigation. Constance vous présentait tout à l'heure que les dérogations d'irrigation nécessitaient des relevés opérationnels au vignoble. Ce sont ce type d'abac que l'on utilise avec différents niveaux de couleurs qui qualifient des objectifs de production quantitatifs et qualitatifs et qui permettent donc de représenter l'évolution du millésime en cours par rapport à une gamme quantifiée de contraintes hydriques. On verra dans la présentation un petit peu après comment on peut permettre aux viticulteurs et aux organismes de conseil d'avoir un accès plus facilité à ce type de diagramme de diagnostic et pour vous expliquer vraiment comment on arrivait à passer d'une phase de mesure de la contrainte hydrique à une phase de conseil à l'irrigation. Donc avant de voir ces méthodes opérationnelles, je vous propose, par l'intervention de Constance, de faire le point finalement sur ce que l'on peut retenir des effets de l'irrigation au vignoble. Du coup, les effets de l'irrigation au vignoble, on va voir les effets de l'irrigation sur le rendement, mais également sur la qualité. Donc, si on commence par les effets de l'irrigation au vignoble sur le rendement, là, le graphique qui va s'afficher, il résulte en fait d'expérimentations qui ont été conduites sur une dizaine d'années, sur différents millésimes, différents sites, avec différents cépages. Donc, en fait, de ce graphique vont se dégager plusieurs informations. Vous voyez le panel de points là qui est représenté en bleu. Donc, tout d'abord, on peut dire qu'on n'a pas de proportionnalité entre la quantité d'eau qui est apportée par irrigation, donc qui est représentée sur votre axe horizontal, et l'effet induit sur le rendement, que vous voyez sur l'axe vertical. Ensuite, un deuxième point, qui est là matérialisé par ce trait rouge en pointillé, c'est on plafonne en fait à 50% de stabilisation des rendements par rapport au témoin là qui est non irrigué. Donc en fait, dans nos essais, qui étaient quand même en conditions assez sèches, quelle que soit la quantité d'eau qu'on a apportée, on n'a jamais réussi à préserver plus de 50% des rendements. Enfin, le troisième point qu'on peut extraire de ce graphique, c'est que finalement, les quantités d'eau qui sont nécessaires pour obtenir des rendements et pour maintenir des rendements corrects, elles sont assez faibles, entre 0 et 100 mm d'eau, puisqu'on voit qu'au-delà de 100 mm d'eau apportée, on n'a pas forcément d'effet positif sur le rendement. Donc voilà un petit peu les éléments pour ce graphique. Et donc, s'il fallait retenir que quelques points, on l'a vu, par l'irrigation, on a réussi à maintenir un poids dB. Donc là, on insiste bien sur le maintien du poids dB. On n'a pas augmenté le rendement. On a maintenu donc, la turgescence des cellules, donc la quantité d'eau dans les cellules. On a également réussi à préserver la récolte entre 0 et 50%. Sur le graphique, on voyait la moyenne à peu près à 25%. Et puis, au-delà de 100 mm, je vous l'ai dit, les apports en eau n'ont pas été valorisés en termes de production. Un dernier point, une dernière question qui était aussi évoquée et qui nous intéressait, c'est la stabilisation des rendements de manière interannuelle. Qu'en est-il? Donc, par le graphique du coup qui suit, vous voyez sur ce graphique, en rouge, vous avez un témoin qui n'est pas irrigué et en bleu, donc une modalité irriguée sur différents millésimes. Donc, on voit bien l'effet quasi systématique de l'irrigation sur le rendement, puisque si vous placez pour un millésime donné, le point bleu est généralement supérieur au triangle rouge, mais la variabilité interannuelle, elle est plus forte que cet effet induit sur le rendement pour un millésime donné. Donc en fait, de manière interannuelle, seul le facteur irrigation ne va pas permettre de stabiliser les rendements. C'est tout un complexe, un ensemble avec les modes de conduite qui jouent sur ces rendements. Ensuite, deuxième point, irrigation et qualité. Donc qualité, ici, c'est assez large. On va parler de relations avec les sucres, d'acidité, d'anthocyanes, vous allez voir. Si on prend le premier point, la relation avec les sucres, on a de manière quasi systématique une avance de la maturité sur les modalités irriguées comparées à des modalités non irriguées. Donc là, vous voyez sur ce graphique, si vous placez à une date, à un instant T, la modalité non irriguée, elle a toujours un TAVP qui est inférieur
aux modalités irriguées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a, par l'irrigation, dans ces conditions donc toujours assez sèches, maintenu un feuillage assez important, une vigueur optimum, qui a permis une meilleure synthèse des sucres et donc un meilleur taux de sucre. Donc voilà. Après, un autre point là sur ce graphique, je ne sais pas si vous avez vu, donc on a prolongé cette courbe rouge, donc on a laissé en fait mûrir ce témoin non irrigué et on voit qu'il arrive à des niveaux de maturité proches de la modalité irriguée, mais ceci se fait notamment souvent au détriment du rendement en fait par concentration, par flétrissement dB. Et donc, un autre point de vigilance qu'il faut avoir sur l'irrigation, c'est la gestion de la date de récolte, puisqu'on l'a vu, avec l'irrigation, on a tendance à avancer la date de récolte. Ensuite, le deuxième point, c'est l'irrigation et la qualité, donc là, sur la relation avec la couleur des vins. Donc, souvent, on a un effet qui est assez dépréciatif, notamment dû à un effet de dilution. On a un volume de baie plus important, dilution en termes d'anthocyanes, de composés polyphénoliques. Mais cet effet, il doit être nuancé par deux points. Tout d'abord, selon le type de vin en fait, que l'on cherche à produire, si on est sur des vins rosés ou sur des vins rouges, l'effet il va être plus ou moins pénalisant. Ensuite, selon le type de cépage, donc là, vous avez un exemple avec du grenache et de la syrah. Donc, sur le cas du grenache à gauche, donc grenache, cépage à faible potentialité colorante. Donc, vous voyez que l'effet est très vite pénalisant, alors que sur la syrah, eh ben, en fait, l'effet est pas très pénalisant. On reste dans des gammes d'intensité colorante qui sont très satisfaisantes et qui permettent d'avoir une intensité colorante et une structuration très, très soutenue. Donc voilà, donc c'est vraiment important de juger de l'effet de l'irrigation selon ces deux paramètres. Enfin, un dernier point, c'est la relation avec les profils gustatifs. Donc on a souvent cherché à savoir quel était l'impact de l'irrigation, est-ce qu'il y avait un impact positif ou négatif sur les vins qui étaient produits et sur les profils organoleptiques des vins. Donc là, dans les essais, la grande majorité des vins, ils ont été élaborés donc c'est des vins rouges. Et donc, on n'a pas d'effet dépréciatif qui est marqué vis-à-vis de l'irrigation par rapport aux qualités organoleptiques des vins produits. Et donc, on a vraiment du mal à mettre en avant un effet positif ou négatif de l'irrigation vis-à-vis de ce paramètre-là. Ensuite, donc tout à l'heure, je vous disais, on a continué cette courbe rouge, on a laissé mûrir en fait le raisin de la modalité non irriguée, qui se retrouve ici, en fait, c'est le témoin sec tardif. Et dans la majorité des cas, ce vin, il est plus apprécié, donc c'est vraiment une tendance, ce n'est pas une différence significative, mais il est plus apprécié, il est plus gras, plus rond, un peu plus alcoolisé par rapport aux autres vins, mais comme je vous le disais tout à l'heure, toujours au détriment du rendement, d'une diminution du rendement par flétrissement des baies. Donc voilà un petit peu les effets globaux de l'irrigation qui ont la qualité. Donc, un petit point de synthèse, on l'a vu, pour les sucres, on a une augmentation des concentrations. L'acidité également, une augmentation des concentrations avec une moindre diminution de la teneur dégradation de la teneur en acide malique, puisque les feuilles vont protéger en fait les raisins, éviter les phénomènes d'échaudage notamment. Sur la couleur, on a des baisses possibles de l'intensité colorante, à nuancer bien sûr selon le cépage et le type de vin. Et puis en dégustation, on n'a pas d'effet négatif. Il faut être vigilant quant aux irrigations massives. Donc tout ça, c'était sur des vins rouges. Sur les vins rosés, on a un essai qui est conduit en Provence depuis 2 ans. Donc on n'a pas encore les résultats. Enfin, les premiers résultats, en tout cas, ne font pas apparaître de différences significatives sur la première année en termes de qualité des vins obtenus vis-à-vis de l'irrigation. Donc les résultats des autres années vont arriver et l'essai également mené pour la première année cette année en Vallée du Rhône sur blanc. Donc, on est impatient d'avoir les résultats à vous présenter. Merci. Et pour
continuer et conclure cette présentation un petit peu généraliste là sur les recommandations d'irrigation, je vais vous proposer un petit peu quelques règles à retenir sur la mise en œuvre de l'irrigation et puis les outils qui sont aujourd'hui utilisables pour faire de la surveillance au vignoble. Donc, je vais adapter un petit peu ma présentation parce que je vois que l'heure tourne pour essayer de focaliser sur quelques points et puis je me permettrai de passer un petit peu plus rapidement sur quelques diapositives pour laisser suffisamment de temps à la dernière présentation faite par la Chambre du Vaucluse. Donc, des recommandations classiques en termes de questions se poser sur l'irrigation, c'est des choses tout à fait banales, mais qui ont leur sens, surtout lorsque l'on n'a pas accès à l'eau. Hein. C'est se poser la question vraiment des besoins de l'eau et du coût d'accès. Alors, si on est sur des systèmes sous pression, c'est relativement simple à évaluer. Si on est sur des systèmes autonomes, soit de forage, soit de retenue collinaire, la question est vraiment complexe en termes de dispositifs physiques d'apport d'eau à la parcelle. Ensuite, on l'a vu, la décision d'irriguer, elle est encadrée par des règles liées par la législation viticole d'une part, d'autre part, parfois, par les restrictions préfectorales d'accès à la ressource en été. Et enfin, la dernière question, une fois qu'on a passé toutes ces contraintes, est-ce le moment d'irriguer? Donc, c'est là que l'on a besoin d'outils d'aide à la décision. Avant de les aborder, je revenais sur les recommandations en termes d'irrigation, de mise en œuvre. Donc, pour les dates de déclenchement, on va le voir, on n'a pas d'outil miracle aujourd'hui disponible pour piloter au sens premier du terme l'irrigation. Piloter l'irrigation voudrait avoir la prétention de piloter une qualité de vin produit, donc ça serait vraiment d'un niveau de finesse qui n'est pas aujourd'hui atteint avec les outils disponibles. Donc on émet plutôt des recommandations basées sur des approches multicritères qui sont d'importance croissante au fur et à mesure de l'avancée de la saison. Approche climatique dans un premier temps, puis observation agronomique et mesures de terrain complémentaires. Retenez que jusqu'à présent, bien que les années ne se ressemblent pas, il a été rarement nécessaire d'irriguer avant mi-juin, même s'il y a des exceptions dont on pourra parler si vous le souhaitez. Et la fin des irrigations, de phénomènes bien sûr qui les arrêtent aujourd'hui. L'interdiction qui est appelée à évoluer, mais qui est aujourd'hui fixe au 15 août. Et puis bien sûr, si les conditions climatiques sont plus clémentes, l'irrigation s'arrête. Sur la fréquence des irrigations ou le type d'irrigation apportée, alors là, ça fait exactement le lien avec la présentation précédente. Ça me fait réfléchir en parallèle parce que toutes les recommandations que l'on a pu porter au cours des études qui ont été faites ont été réalisées sur le prisme des économies d'eau. Hein. Donc, par rapport à des économies d'eau, effectivement, ce facteur pris à part, le goutte à goutte, reste certainement le matériel qui présente le plus d'économies d'eau en termes de compensation finalement d'une sécheresse. Et j'entends avec bienveillance et avec beaucoup d'acceptation ce qui a été dit sur l'aspersion pour d'autres raisons dont on pourra débattre. Mais effectivement, si on est dans le cadre d'irrigation en substitution des orages estivaux qui manquent, l'irrigation permet d'avoir par goutte à goutte comme avantage et principal avantage une économie sur la ressource et c'est un paramètre qui est extrêmement important aujourd'hui dans le cadre d'une ressource qui doit être partagée et qui est déjà très limitée face aux surfaces de vignobles qui pourraient prétendre à l'irrigation. J'en veux pour preuve cet exemple-là, par exemple, qui présente sur la droite 3 apports que j'appelais massifs en goutte à goutte, 3 apports de 30 mm pour un total apporté de 90 mm d'eau, et en parallèle 15 jours d'apport à 2 mm, donc pour un total apporté de 30 mm d'eau. Les résultats sur la préservation de la récolte sont similaires, c'est-à-dire que pour obtenir un maintien de récolte à 16% de plus que le témoin non irrigué, en cas de fractionnement trop important, on a gaspillé 60 mm d'eau de trop par goutte à goutte, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des vertus sur l'ensemble du système agronomique. Et inversement, quitte à apporter 90 mm d'eau, si on les apporte sur un nombre de jours plus conséquent, l'efficacité des apports sur le rendement est bien plus importante. Donc, ces raisons-là nous permettent aujourd'hui de recommander
des apports par goutte à goutte de quantité faible, 1 à 2 mm par jour, lorsque c'est nécessaire, donc plus particulièrement en période estivale, pour ces raisons d'économie d'eau, notamment dans les terrains filtrants sur lesquels c'est la seule solution raisonnable. Alors, pour faire le point sur ces parcelles, il existe plusieurs outils accessibles. Les plus simples, les plus répandus sont sûrement ceux qui permettent de mesurer le niveau d'eau dans le sol. Vous en connaissez peut-être quelques-uns, notamment la tensiométrie, qui est relativement accessible économiquement et qui permet de suivre très fidèlement, finalement, l'évolution de la contrainte hydrique dans un sol. Alors, vous avez ici illustré la variation de 3 tensiomètres sur une même parcelle et qui rend compte de l'hétérogénéité que l'on peut rencontrer au niveau de la parcelle et de la nécessité d'installer plusieurs de ces équipements, puisque si on fixe un seuil d'intervention, mettons autour de 100 centibars, on s'aperçoit que ce tensiomètre sur une zone peu représentative, certainement en bleu, donner une information qui n'était pas du tout en adéquation avec les 2 autres dispositifs installés sur la parcelle. C'est bien qu'il faut vraiment suivre la valeur médiane pour pouvoir avoir une caractérisation fidèle de ce qui se passe à l'année. Alors, ce type de dispositif est intéressant parce qu'il permet de quantifier la contrainte hydrique, mais il présente, c'est plutôt la condition viticole qui présente un inconvénient, c'est qu'on a une telle hétérogénéité des types d'enracinement, des types de sol dans les structurations du vignoble, qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de proposer une recette d'utilisation commune en tout point des parcelles. Vous avez ici illustré un ensemble de parcelles, d'une 50aine de parcelles sur un vignoble. Les tensions mesurées à la même profondeur font apparaître une dispersion très importante qui ne permet pas d'éditer a priori de seuil d'intervention généraliste de recommandation pour apporter l'irrigation. Donc c'est un outil qui est très intéressant pour s'approprier sur ses propres parcelles une quantification de la contrainte de façon très simple. Ça permet très peu l'exportabilité finalement des règles de décision que l'on aurait décidées sur chacune des parcelles. Donc en complément, un outil, une méthode qui est pas mal diffusée aujourd'hui, repose sur l'observation des apex, alors qui était une méthode qui a été proposée en 2009 par les collègues des syndicats et des chambres d'agriculture, qui est basée sur une règle très simple, c'est que finalement la croissance végétative est la première fonction physiologique à être affectée par le manque d'eau. Donc on a défini des observations en catégorisant les apex. Lorsque l'on replie les 2 dernières feuilles étalées le long du rameau, si l'apex dépasse, c'est qu'il est dit en croissance active. Si les 2 dernières feuilles étalées recouvrent l'apex, c'est qu'on qualifie l'apex comme en croissance ralentie. Et lorsque l'apex est tombé ou qu'il est sec, c'est un arrêt de croissance. Et c'est une méthode qui est très simple à mettre en œuvre au vignoble. Ça prend une dizaine de minutes pour faire un diagnostic. Et on a développé avec les collègues et normalement à partir de 2022 accessible sous iOS également pour les iPhones, et qui permet une saisie un petit peu intuitive de ces observations directement au vignoble. Vous avez un écran avec ces 3 photos qui représentent 3 boutons, donc on qualifie ces différents apex sur une 50aine d'observations. Et vous avez un écran de résultats instantanés qui vous propose une qualification des niveaux de contrainte sous une gamme croissante en 4 catégories, absente, modérée, forte et sévère. Donc c'est une application qui était beaucoup utilisée par les techniciens, qui est aujourd'hui exportable pour les viticulteurs, afin que tout un chacun puisse faire un diagnostic sur ses propres parcelles en termes d'évolution et de la contrainte hydrique et de dynamique d'installation de la contrainte hydrique. Je vois que l'heure tourne, donc je vais aller très rapidement, je passe quelques diapos pour respecter le timing, je m'en excuse. Je veux surtout revenir sur cette diapositive-là qui est l'avant-dernière du diaporama, pour vous illustrer un petit peu comment ça fonctionne au vignoble en termes de conseils à l'irrigation avec les collègues organismes chambres d'agriculture au syndicat. Vous avez ici un vignoble qui est illustré avec 3 entités de sol.
La première des choses que l'on fait, ce sont des bilans climatiques complètement théoriques finalement, qui reposent sur une connaissance experte des vignobles et qui permettent, vous voyez, en fonction des différents types de sols, de proposer des courbes théoriques d'atteinte des niveaux de contrainte hydrique en lien avec les abacs que je vous ai présentés tout à l'heure. Et lorsqu'il s'agit de prendre la décision d'irriguer, il y a des mesures complémentaires qui sont effectuées, soit sur le suivi de parcelles de référence avec les mesures des APEX, soit avec des mesures complémentaires à la chambre à pression, d'où l'importance vraiment très prioritaire des conseillers et techniciens relais sur le vignoble qui ont vraiment la connaissance d'exportation de ces méthodes qui sont un petit peu théoriques pour éditer un conseil vraiment appliqué à chacune des situations. Et pour finir, ça a été dit tout au long de cette présentation, ne pas oublier qu'on travaille sur un système de conduite qui intègre plusieurs composantes et l'irrigation est une composante relativement nouvelle, mais une des composantes simplement du système. Et ça, ses intérêts, ses atouts pour pallier à des déficits pluviométriques, mais également ses limites en termes de portée sur la préservation de la qualité et des rendements, qui est un ensemble de mise en œuvre de tous les modes de conduite à la parcelle. Voilà, je m'excuse d'avoir été un petit peu obligé d'accélérer la présentation, mais je souhaitais pouvoir garder un petit peu de temps pour la présentation de la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Donc Eric, si tu veux prendre la main ou j'enchaîne. Juste un petit point, je te laisse poursuivre. Si tu peux, tu dois avoir la présentation à partager Voilà. de François Berru de la Chambre du Vaucluse. Il nous reste 10 minutes dans le temps normal. On vous propose de dépasser un petit peu de 10 minutes, mais il faudra vraiment que tu puisses accélérer sur cet aspect présentation de la Chambre si on va avoir quelques questions, bien que pour un grand nombre de questions qui ont été posées au cours de ta présentation, tu as quand même répondu au fil de ta présentation. Donc, essaye en 10 minutes de finaliser cette présentation, qu'on ne dépasse pas trop le temps. Merci. Très bien, j'en prie, merci. Donc, hop, je rebascule mon écran. Voilà, donc je remercie mon collègue Sylvain Devez et François Berru de la Chambre d'agriculture de Vaucluse de la confiance portée là, pour que je puisse présenter le diaporama qu'ils ont proposé. Donc c'est un petit souci technique qui leur a empêché d'être présent aujourd'hui. Donc ce diaporama reprenait des résultats, une synthèse un petit peu de résultats de quelques années d'expérimentation de palliatifs à l'irrigation face au changement climatique par une méthode un peu nouvelle qui est l'ombrage des vignes par la pose des filets. Je passe très rapidement sur cette diapositive, simplement elle était là pour rappeler l'importance des deux aspects qui sont liés au changement climatique. On l'a vu avec les interventions précédentes, l'irrigation versus dessèchement, manque de pluie, mais il y a l'autre facteur très important et certainement prioritaire du changement climatique, qui est le réchauffement, quoi. Et les filets permettent d'avoir une réponse, d'envisager une réponse. Donc l'ombrage permet d'envisager une réponse au problème de réchauffement en limitant à la fois les températures ressenties par la vigne et le rayonnement. Donc les filets entrent vraiment dans cette stratégie d'adaptation à court terme, en réactivité instantanée à des problématiques de température excessive ou de canicule, puisque bon, les vignes sont en place pour une trentaine d'années, il est difficile de les changer instantanément de situation. Et le but de ces essais liés à l'ombrage est de répondre à quelques hypothèses qui sont ici mentionnées. L'ombrage a-t-elle un effet sur le microclimat de la vigne, sa phénologie et sa croissance? Est-ce qu'elle permet de réduire la consommation en eau de la vigne? Et est-ce qu'elle a un effet sur la production, la maturation et la qualité des raisins? Donc le dispositif mis en œuvre, voilà une illustration, ce sont des filets d'ombrières spécifiques développés sur les faces verticales de la vigne de part et d'autre. Deux intensités d'ombrage ont été testées, à 50% la photo de gauche et 70% la photo de droite. Donc, ce sont des filets déployés sur 1 mètre de haut à peu près et qui laissent donc une petite partie de la surface foliaire dépassée sur le dessus, puisque ce sont que les faces verticales qui sont couvertes. Et la pose des filets a été réalisée sur du grenache sur 3 années consécutives entre nouaison et récolte. Très rapidement, les caractéristiques climatiques de ces 3 années.
les deux premières, 2019 et 2020, sont des années plutôt chaudes par rapport à la moyenne qui est représentée en bleu et plutôt sèches par rapport au cumul pluviométrique représenté en bleu. Là où l'année 2021 est plutôt une année normale en termes de température et un peu plus humide, enfin pluvieuse en termes de précipitations. Des mesures ont été faites du rayonnement reçu par la vigne sous ombrage par l'utilisation de luxmètre, avec un témoin qui a un peu plus de 600 lux. Et on s'aperçoit que finalement, les mesures réalisées sont tout à fait conformes à l'extinction proposée par les filets, puisqu'on mesure 73% d'extinction sous les filets à 70% d'ombrage et 53% sous les filets à 50% d'ombrage. En termes d'effet induit sur les températures à l'intérieur de la canopée, c'est-à-dire sous les filets, les 3 années d'expérimentation ne montrent pas de différence significative par rapport aux témoins. Donc finalement, le premier rôle, on s'aperçoit qu'on limite l'effet du rayonnement, c'est pas pour autant qu'on limite la température ressentie par la végétation sous les filets. Les effets induits sur la maturité, donc ça c'est systématique sur l'ensemble des essais que l'on a avec les ombrières. On enregistre un retard de 9 à 10 jours de la date de récolte à même degré, même taux de sucre, en fonction du témoin par rapport aux ombrages à 50% ou à 70%. Donc l'ombrage limite la photosynthèse, si vous voulez, limite l'accumulation en sucre dans les raisins, et c'était un des effets recherchés par ce type de dispositif pour retrouver des maturités dans des gammes, dans des périodes compatibles avec ce que l'on avait avant les effets du changement climatique. Donc on a un décalage de la maturité sur le taux de sucre de 9 à 10 jours qui est permis par ces filets. En termes d'effets sur la physiologie, vous avez ici représenté les évolutions de la croissance, donc les suivis des apex, avec en vert les 2 années témoins et en rouge et bleu les 2 modalités d'ombrage, 50 et 70% pour les 2 années de suivi. Donc on s'aperçoit que l'ombrage permet un maintien plus tard en saison de la croissance végétative sur ces 2 années-là. Si bien que la 3e année d'expérimentation, l'année 2021, a été un petit peu adaptée. L'idée, c'était de dire finalement, si la croissance est le reflet de la contrainte hydrique, on va peut-être essayer en 3e année de conduire l'ensemble des modalités avec irrigation différenciée pour suivre un même itinéraire hydrique et essayer d'évaluer quelle est la quantité d'eau que la pose de filet a permis d'économiser par rapport aux témoins non irrigués. Donc vous avez ici le suivi des apex en 2021 où les 3 modalités étaient irriguées. Donc sans surprise, on a une similitude de comportement. Je passe rapidement sur ces deux observations. Si simplement celle-ci, voilà, qui est l'observation de 2021 où l'ensemble des modalités étaient irriguées. On s'aperçoit pour qu'un même niveau de contrainte hydrique soit obtenu, donc ce sont les 3 courbes colorées, on a dû apporter 40 mm d'eau sur le témoin. Rappelez-vous, 2021 était une année à faible déficit pluviométrique. En général, on est dans des proportions plus importantes que ça. Quoi qu'il en soit, on a fait un apport de 30 mm seulement sur la modalité ombrée à 50% et 10 mm seulement sur la modalité ombrée à 70%. Ce qui veut dire que la pose de filet à 70% a permis d'économiser les 3/4 des besoins en eau nécessaires à parcours hydrique identique pour les modalités témoins. Des résultats au niveau des caractéristiques des vins à la mise en bouteille. Les témoins ont été vendangés, enfin les modalités ombrées ont été vendangées à peu près au même degré que les témoins puisqu'on avait un décalage de maturité. Cependant, regardez plutôt le niveau des intensités colorantes. Donc, on a un décalage de maturité sur la dynamique de chargement en sucre. Par contre, un réel retard d'accumulation de polyphénol et anthocyanes, donc les critères de la couleur et de la structure sous ombrière. Ça rejoint un petit peu les résultats d'irrigation. Attention au type de vin recherché ou au cépage concerné.
Et pour conclure, donc les 3 hypothèses qui étaient posées, l'ombrage a vraiment un effet sur le microclimat de la vigne, sa phénologie et surtout sa croissance, puisqu'on retarde la maturité. L'ombrage a permis de réduire la consommation en eau de la vigne par rapport aux témoins sans ombrière. L'ombrage, dans ces gammes, dans ces essais, n'a pas eu d'effet sur la production, on va voir juste après, mais par contre, il y a eu un effet sur la maturation et la qualité des raisins. Il était ici proposé en dernière diapositive une synthèse de ce que l'on a pu revoir jusqu'à présent, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, j'attire votre attention sur un point particulier, celui du rendement, où on n'a pas noté dans ces essais-là de différence sur la production. Il faut savoir que ce sont des essais qui ont été déplacés tous les ans, donc ils n'ont pas été reconduits de façon interannuelle sur les mêmes cépages. On a d'autres essais en cours qui permettent de voir si l'accumulation de l'ombre dans le temps pourrait induire un problème sur la mise à fruit. C'est une question qui reste aujourd'hui ouverte et sur laquelle on est très attentive au regard des autres résultats que l'on a pu ici développer sur les effets de l'ombrage. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre patience, surtout jusqu'à 18 h. Merci Jean-Christophe. On va là encore avoir une petite séance de questions assez rapide. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans la conversation. Je vais me permettre d'en sélectionner quelques-unes. Il y a des questions un peu plus pointues, précises sur les outils qui ont été utilisés, tels que l'irrigation ou l'ombrage, et je vous laisserai y répondre en direct aux personnes qui ont posé les questions. Je vais aborder une première question en regroupant en fait 2 aspects, 2 points qui ont été cités dans les questions, qui n'ont pas été abordés aujourd'hui, et c'est peut-être intéressant de les citer. Quel pourrait être l'effet d'une variation de la hauteur de feuillage comme moyen d'atténuation de ces contraintes? Et la deuxième levier qui n'a pas été abordé aujourd'hui, est-ce qu'on a des éléments d'information sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à jouer sur le porte-greffe? D'accord, donc alors sur la première question, la hauteur de feuillage, on a conduit de nombreux essais sur cette question-là. Alors la réponse va être un petit peu nuancée. Pour aller droit à la réponse, tout ce qu'on a pu tester en conditions de contraintes hydriques relativement sévères, c'est-à-dire des vignobles sensibles à la contrainte hydrique, sur ces dispositifs-là, on n'a pas vu d'effet significatif de la réduction de la hauteur de feuillage ou du rognage sur la contrainte hydrique. C'est-à-dire qu'on se plaçait dans des situations où l'irrigation était nécessaire et est-ce que la réduction de la surface transpirante était une alternative à l'irrigation? Force est de constater que dans des situations où la contrainte est vraiment forte, ce n'est pas une réponse adaptée. Cependant, il existe d'autres références dans des vignobles nationaux moins sensibles et non méditerranéens à la contrainte hydrique, pour lesquels on voit que ça peut jouer. Donc ma réponse va être nuancée. Si on est sur des phases de contrainte hydrique naissantes ou des situations relativement peu sévères en termes de contraintes, ça peut être une réponse. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas une solution pour des situations qui nécessitent de l'irrigation. Et sur la deuxième question, sur les porte-greffes, au-delà des caractéristiques disponibles donc dans le catalogue, si on est simplement sur les niveaux de porte-greffes dits résistants à la sécheresse, il y a peu de différence en termes de comportement entre eux. Au niveau des porte-greffes, enfin, au niveau de la plantation, plutôt de la réflexion à la plantation, le principal bras de levier consiste surtout dans la bonne préparation du sol. Essayez, ne pas hésiter à faire du sous-soulage, à améliorer vraiment la préparation physique du sol avant plantation. C'est là que l'on gagnera le plus de résistance par l'amélioration de la réserve utile. On l'a un petit peu abordé avec les premières interventions sur la qualité du sol, le taux de matière organique, la capacité d'échange cationique ou autre. Donc la structuration préalable du sol, vraiment s'il y a quelque chose sur lequel il faut inciter, c'est la bonne préparation du sol avant plantation, plus que finalement l'éventail qui est offert en termes de capacité de résistance à la sécheresse par les différents porte-greffes dans les catalogues aujourd'hui. Mais les recherches, par contre, variétales, sont intenses en ce moment à ce sujet-là. Oui, merci. Je préciserai effectivement, pour rebondir sur ta dernière phrase, qu'effectivement, il y a tout un programme qui est en cours de mise en route
pour identifier l'innovation variétale en termes de recherche pour créer les porte-greffes peut-être de demain qui pourraient être plus performants en termes de résistance à la sécheresse en particulier que ceux du catalogue actuel. Je vais te poser, j'ai une dernière question, je pense que tu peux y répondre, ou Constance, mais tu dois pouvoir y répondre, qui va être très, très actuelle et très concrète, et puis on finira par ce point-là. Est-ce que compte tenu de la sécheresse que l'on a aujourd'hui dans l'arc méditerranéen, puisqu'on peut compter depuis 45 ou 50 jours aucune pluie qui est tombée, que Constance nous a présenté que l'autorisation d'irrigation en AOC était possible jusqu'au 1er mai, est-ce qu'il faut commencer à sortir les gouttes à gouttes ou les canons pour mettre de l'eau dans le sol maintenant, avant le débourrement ou après le débourement? Non, alors ça fait partie des millésimes que l'on ne connaissait pas il y a 10-15 ans en arrière, sur lesquels on n'avait aucune inquiétude. Quelques millésimes passés ont fait démentir un petit peu ce positionnement-là. La réponse, elle est un petit peu la question. Aujourd'hui, la situation est inquiétante, mais non, il n'y a pas besoin d'apporter de l'eau dès aujourd'hui au vignoble. Il faut surveiller avec attention le mois d'avril. L'idée, c'est vraiment de surveiller si d'ici le mois d'avril, il n'a pas plu. Alors, selon les secteurs, on peut avoir des situations de déficit hydrique pour lesquelles, effectivement, une recharge en eau, lorsque c'est possible, avant la date fatidique du 1er mai, peut être une recommandation judicieuse. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, en février, et je dirais même jusqu'au débourrement de début avril, il n'y a aucun intérêt, pour la vigne du moins, à imaginer une recharge en eau du sol. Ça ne serait pas très vertueux, on va dire, sur la préservation de la ressource, le partage de la ressource. Il faut l'économiser, et ce d'autant plus s'il ne pleut pas par la suite. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faudrait positionner judicieusement des recharges hivernales des sols. Merci pour ces précisions. Je m'excuse encore pour ceux pour lesquels on n'aura pas pris le temps de prendre les questions. On vous y répondra bien entendu, je l'ai déjà évoqué. Merci donc à tous d'avoir participé. Nous nous excusons également pour ce petit dépassage de temps par rapport au timing initialement prévu. Et je tiens quand même en conclusion à remercier le CIVL, Comité interprofessionnel des vins du Languedoc, qui s'associe à cette présentation. Sans le soutien de cette structure, nous ne serions pas en mesure d'assurer ce type de webinaire. Donc merci à eux, merci à tous. Et puis, a priori, on reprendra ce cycle de webinaires dès l'année prochaine, voire un peu avant si des aspects spécifiques sont abordés. Bonne continuation, bonne soirée.